Bienvenue à la sauce Bitcoin, le podcast francophone qui interviewe des Bitcoiners partout à travers la planète. Cette fois-ci, pour le 23e épisode, j'ai accueilli Nour Elouda El Bawab, une amie que j'ai rencontrée à Montréal, mais qui vit maintenant au El Salvador. Elle est la CEO du wallet Blink et également la co-organisatrice de la conférence Adopting Bitcoin au El Salvador, qui d'ailleurs arrive dans les prochains jours qui suivent lors de la publication de ce podcast. Donc, si vous êtes au El Salvador également pour cette conférence, n'hésitez pas à venir me voir et me dire allô. Ça va me faire plaisir de vous parler. Avec Nour, j'ai parlé d'économie circulaire, de la situation du Bitcoin au El Salvador et également de sa position en tant que CEO au sein du Wallet Blink et de l'entreprise Galoy. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'épisode et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue à la sauce Bitcoin pour le 23e épisode. Aujourd'hui, j'ai avec moi une amie Bitcoiner que j'ai connue il y a bien longtemps à Montréal, qui est maintenant le CEO de Blink Wallet, qui était reconnu avant pour le nom Bitcoin Beach Wallet et qui est également une Bitcoiner très activement impliquée au El Salvador. Donc, bienvenue Nour, c'est un plaisir de t'avoir sur la sauce Bitcoin. Pareil, c'est un plaisir pour moi. Merci de m'avoir. Donc, je vais récapituler un peu du début. Évidemment, ça commence toujours la même façon, les podcasts. C'est quoi ton histoire Bitcoin? Moi, je me rappelle t'avoir rencontré la première fois durant un barbecue à Montréal. Et dans ce temps-là, je sais que tu étais déjà impliqué dans le monde des startups à Montréal. Tu as beaucoup d'expérience là-dedans. Ouais, Mais je pense que tu commençais également à t'impliquer au niveau du Bitcoin. Si je ne me trompe pas, tu faisais de la traduction en arabe exact. pour des projets. Donc, juste Ouais, recommencer du début, puis raconte-nous ton histoire. Ouais. exact. Moi, je me suis, étant donné que je travaillais beaucoup avec des startups en technologie, j'ai entendu parler du Bitcoin il y a pas mal de temps. Au début, je comprenais rien ce que c'était. Ça me dépassait complètement. Et par la suite, j'ai rencontré un ami qui m'a comme pris par la main. Il m'a expliqué ce que c'était, ce que ça représentait, etc. Donc, je me suis pas forcément, je suis pas tombée dans le rabbit hole right away. Je me suis dit, bon, je vais voir comment ça se passe, puis je vais mettre un peu d'argent là-dedans et voir, juste observer en fait ce qui se passe. Et en 2019, quand le monde a commencé à changer, quand tout commençait à prendre un shape auquel je n'étais pas forcément d'accord, je me suis dit, bah, il faut une solution alterne. Et c'était en effet le Bitcoin qui était comme the light at the end of the tunnel que j'ai retrouvé. Et oui, j'ai décidé de m'impliquer right away. À l'époque, j'étais impliquée dans un monde assez fiat, je dirais. Je voulais m'en sortir, je voulais absolument aider, à supporter, à pousser l'adoption du Bitcoin. Et je me suis mis à traduire juste pour que il y avait des objectifs très personnels par rapport à ça. Le premier objectif, c'était d'approfondir mon propre apprentissage. Donc, en traduisant, j'apprenais en même temps, en expliquant, en essayant de trouver les bons mots en arabe, etc. Ça m'aidait à mieux comprendre ce que ça représentait. Et en même temps, ça a aidé à partager l'information avec des gens auxquels ils n'ont pas accès s'ils ne parlaient pas la langue anglaise. Parce que toutes les informations sur le Bitcoin sont en anglais. Donc, l'arabe, c'est ma langue maternelle. Moi, je suis d'origine palestinienne. Donc, pour moi, le property rights, c'est quelque chose que j'ai connu l'importance à travers de ma famille, de l'histoire, etc. Donc, je tenais à passer le message, en fait, à des gens auxquels ils n'auront pas accès juste parce qu'ils ne parlent pas anglais, en fait. Et petit à petit, je me suis dit, bon, là, il faut que je m'y mette à fond, il faut que je m'y mette à 100%. Et j'ai eu la chance de rencontrer Chris et Nicolas sur Twitter. Je les ai contactés parce qu'ils avaient une offre d'emploi et je les ai contactés. Et à l'époque, cette position-là était déjà prise. Ils m'ont dit, écoute, on n'a pas besoin de quelqu'un en ce moment, mais on est en train d'organiser un événement. On n'a personne on the ground au Salvador et on a besoin que quelqu'un y aille.
et, et on a besoin de cette personne qui soit là-bas la semaine prochaine. Bon, à l'époque, j'étais à Montréal, c'était 2021. Tout le monde se rappelle comment c'était en 2021. C'était, tout était fermé, etc. Donc moi, je me suis dit, c'est une opportunité d'une lifetime, ça ne se répéterait pas. Même si j'ai pas forcément de vision de ce que je vais faire après, je m'en fous. C'est 3 mois, on va le faire et puis on verra après ce qui se passe. Et là, je suis restée avec Galoy et là, je suis intérim, CEO intérim de Bitcoin Beach. Previously, Bitcoin Beach Wallet, maintenant c'est Blink. Et l'idée, c'est de supporter le développement du marché et la croissance euh, du wallet au Salvador. Donc voilà, grosso modo, euh, d'où je venais et où est-ce que je suis en ce moment. Super. On va déconstruire peu à peu. Ok. Tu as mentionné, je ne savais pas que tu étais palestinienne. J'ai lu, par exemple, Check Your Financial Privilege de Alex Gladstein, puis évidemment, la Palestine est un cas qui est mentionné dans le livre. Est-ce que tu peux donner quelques détails peut-être personnels de comment tu as vu le Bitcoin opérer dans ton Ouais. pays? Est-ce que personnellement, tu as vu des cas d'usage intéressants? Ouais, bah, moi, je l'ai jamais vécu là-bas. Je ne fais pas de mes propres yeux, de mes propres expériences. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais j'ai des échos des gens qui sont là-bas qui disent que, bah, voilà, en fait, le problème, un des plus grands problèmes, en fait, c'est que les gens, la majorité des gens, c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une compte en banque, c'est très difficile. Euh, Tout n'est pas contrôlé par eux, ils n'ont pas de souveraineté du tout. Donc, c'est vraiment, ils sont locked de plusieurs manières, économiquement parlant, physiquement, etc. Et il y a beaucoup de remittances qui se passent là-bas. Donc, il y a souvent des familles qui habitent à l'extérieur, qui envoient de l'argent à leur famille à l'intérieur. Et ça se passe principalement par Western Union. Et ce que j'ai entendu dire, c'est que récemment, depuis quelques années, en fait, les bureaux de Western Union ou les bureaux de change dans les zones les plus touchées sont souvent travaillent avec, pas forcément juste du Bitcoin, mais ils travaillent avec les crypto-monnaies parce qu'ils ne comprennent pas forcément. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé la traduction, parce qu'ils ne comprennent pas forcément c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi les cryptos, les shitcoins, etc. Ils font pas la différence. Et donc, c'était un moyen de transférer de l'argent, de faire entrer de l'argent assez facilement. Maintenant, il y a des rumeurs bien sûr, il y a eu des attaques des deux côtés, en fait. Des attaques du genre, si tu utilises le Bitcoin, tu es un traître, ou si tu utilises du Bitcoin, c'est parce que tu veux financer du terrorisme. Donc, alors que c'est pas vrai du tout. La majorité des gens qui l'utilisent, c'est juste parce qu'ils ont besoin du cash tout de suite pour payer leur loyer, à manger, etc. Donc, ça grange petit à petit, mais encore une fois, la compréhension est très, très, très limitée. Comme partout au Moyen-Orient, d'ailleurs, j'en parle souvent à mon collègue qui est sur Twitter, Petit Flaco, Kemal, et qui est lui en Turquie. Et il me dit, les gens, ils pensent que quand tu dis Bitcoin, en fait, ce que les gens entendent, c'est shitcoin, c'est crypto. Donc, ils ne savent même pas que Bitcoin, c'est un truc à part. euh, et ils confondent tout en même temps. Donc, c'est un peu dommage, mais petit à petit, il y a de plus en plus de communautés underground qui essayent en fait d'améliorer l'éducation, d'améliorer l'apprentissage et la compréhension de ce que c'est. Et puis là, je pense qu'il y a un groupe d'ailleurs. euh, le gars, il habite en France, mais je ne sais pas s'il parle français, je lui demanderai. Euh, mais il est en train de monter un organisme qui s'appelle BarkNet. Bark, c'est Lightning en arabe. Et il y a à peu près 2000 personnes là-dedans et c'est très actif. C'est très, très actif. Super. S'ils parlent français, je cherche toujours des personnes à interviewer, surtout s'ils proviennent beaucoup des parties plus loin dans le monde, ça m'intéresse vraiment. Mais oui, c'est curieux, le monde arabe en général. Je pense aussi, par exemple, au Maroc, en Algérie, le Bitcoin est banni, donc pour une raison qui m'échappe. Donc, c'est curieux la relation de ces pays-là avec Ouais, le Bitcoin. Et j'ai interviewé un Libanais d'ailleurs il y a quelques mois, que lui, c'était un Bitcoiner aussi, puis lui il disait aussi un peu qu'au Liban,
les gens ont tendance à plus utiliser les stablecoins. Évidemment, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de Ouais, shitcoinerie, donc les stablecoins, peut-être, c'est un peu moins shitcoin que d'autres trucs, mais c'est intéressant de voir comment les gens adoptent, ouais, dépendamment de leurs besoins immédiats. euh, c'est ça, le- c'est ça. ouais. C'est encore très short-term thinking. Donc, des pays comme le Liban ou la Turquie, etc., tout ce qu'ils veulent en ce moment, c'est que leur monnaie ne bouge pas de valeur. Mhm, C'est tout. exact. Donc, pour eux, le Bitcoin, c'est encore très risqué parce que ça, ils voient ça comme quelque chose de volatile, ils ne comprennent pas ce que c'est, ils ne comprennent pas comment ça marche. Je Donc ils comprends. préfèrent rien, en effet, laisser les Super. Revenons aux Amériques peut-être. Je suis allé à la conférence que tu as organisée, évidemment. On a bu quelques bières ensemble sur une table dans l'hôtel où ça a été organisé. C'était la première fois pour moi aussi que j'allais au El Salvador et j'ai été agréablement surpris. Et évidemment, pour moi, je te dis ça pas parce que tu es mon ami puis je veux te donner un compliment nécessairement, mais c'était ma conférence vraiment favorite que je suis allé jusqu'à présent. Euh, Parce que j'ai trouvé que c'était un bon mix de taille, donc c'était pas trop grand. Tu pouvais voir les mêmes personnes plusieurs fois dans la même journée, fait que c'était facile d'établir un contact, puis les gens étaient vraiment cool. Mais toi, je sais que tu as organisé des trucs avant, mais de cette taille-là, je pense que c'est la première fois. Non, Donc c'est peut-être tu ouais. peux nous raconter comment c'était organisé tout ça et c'était quoi les expectations, puis est-ce que le résultat t'a satisfait, Ouais. etc. Ouais, bah, écoute, l'année dernière, c'était beaucoup plus grand que la première année. La première année, c'était à peu près 500 personnes. La deuxième, c'était 1000. Et ça se sentait pas parce qu'il y avait tellement d'espace, tellement de trucs qui se passaient en même temps. Donc, oui, en effet, nous, depuis le début, on se dit on veut faire on veut organiser un événement ou une conférence telle nous, on aimerait aller. Donc, c'est sûr qu'on veut pas quelque chose de très, très grand parce que tu sais, dans les conférences très grandes, tu rencontres très rarement des gens, tu établis pas vraiment un rapport avec les personnes, c'est très superficiel. Mais ça, c'est qu'un avis, c'est juste une opinion. Et il y avait aussi le fait, le facteur limitant aussi, c'est que quand tu grandis une conférence beaucoup trop, bah, tu dois en quelque sorte te prostituer un peu pour pouvoir couvrir les expenses de la conférence. Donc, c'est sûr que garder ça d'une taille humaine nous permet de garder l'intégrité de l'événement, de garder ça Bitcoin Focus Only, qu'on ne soit pas obligé qu'on soit jamais obligé de, de compromise sur le contenu, sur la structure, sur l'intégrité, etc. Et l'idée de base, c'est venu de Nicolas Burtet, que lui aussi parle français d'ailleurs, tu devrais l'interviewer. Il est, il était au Salvador, il est venu au Salvador bien avant la loi. Il était là, je pense, en 2020, euh, justement pour construire the wallet, Bitcoin Beach Wallet. Et quand la loi Bitcoin est passée en 2021, il s'est rendu compte, après quelques rencontres avec des banques, des CTO, etc., qu'ils ne savaient absolument rien sur le Bitcoin. Ils étaient en train de lui parler de Ripple. Voilà. Donc, il y avait du retard en termes de compréhension et d'apprentissage à faire. Dans le pays, il a décidé de faire une conférence dans le pays. Moi, je suis venue vraiment pour le support en année 1. Je suis venue vraiment pour le support opérationnel, euh, puis les gestions de speakers, etc. Et mon collègue sur lequel on travaillait, genre 50-50 sur ce projet-là, c'est Preti Flacco, justement, en Turquie. Donc lui, il était en Turquie, il faisait ses choses, et moi, j'étais en background, et je faisais mes choses ici. Et, euh, et voilà, moi, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ce genre de feedback-là, parce que c'est l'objectif, au final, c'est de rendre l'expérience unique où les gens peuvent se rencontrer dans le monde réel, que ce ne soit pas juste sur Twitter, qu'ils voient les gens derrière les handles anonymes. On fait ça de manière à ce que les gens, leur anonymité soit respectée le plus possible. Donc, par exemple, à l'entrée, quand on fait le check-in, il y a les colliers rouges et les colliers bleus. Ceux qui sont rouges, on ne prend pas de photos. Si on te catch en train de prendre une photo de quelqu'un en rouge, ben on le fout dehors. Tu sors direct. Et, et voilà. Et donc, il y a plein de gens qui apprécient ça. Et même, il y a des speakers l'année dernière qui nous ont dit, bah, moi, j'ai pas envie qu'on me filme.
sur ce stage-là, donc on l'a pas filmé. Donc, on essaye de plus de respecter l'anonymité puis la privacy des gens. Même quand tu achètes un billet, on te demande rien à part le courriel pour pouvoir t'envoyer le billet. Mais sinon, tu peux ne pas nous donner de nom, on ne sait pas quitter, etc. Donc ça c'est plein de choses qui font en sorte que les gens veulent venir. Et en plus, tu payes qu'en Bitcoin, donc il n'y a que des Bitcoiners qui viennent. Donc, on ne prend pas de carte de crédit, on prend pas de cash, etc. Donc, voilà. Super. Évidemment, cette année, c'est une édition qui se répète. Donc, tu es toujours en charge, n'est-ce pas, de Ouais, l'organisation. Peut-être tu veux faire une petite pub. Qu'est-ce que à peut-être quoi des petites s'attendre? surprises. À quoi s'attendre, des petites surprises. J'ai vu, euh, j'ai vu les speakers, puis je pense que c'est vraiment plus focusé, pas nécessairement des gros noms, mais plus sur des builders Oui, d'applications, des trucs concrets. ouais, Donc, je ne sais pas si c'est ça le but de la conférence. ouais. Ben, juste on ne croit pas en termes dans le concept de grand nom. Tout le monde a quelque chose à apporter à la conférence. Donc, cette année, ce qu'on pousse surtout, c'est les applications ouvertes. Donc, n'importe qui peut appliquer pour présenter à la conférence. Et on a des grands noms qui appliquent, comme des pas si grands noms qui appliquent aussi. Et l'intérêt, c'est d'évaluer le topic qu'ils proposent, puis c'est quoi la thématique duquel ils veulent parler. Et après, c'est qui, t'as combien de followers sur Twitter, on en a rien à foutre. Donc, on essaye de garder ça comme ça. Et l'année dernière, on avait peut-être un peu plus de grands noms, mais ils étaient aussi tous organisés par ordre alphabétique. Donc, tu ne savais pas forcément qu'il y avait cette personne-là ou cette personne-là. Et il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Donc, on avait 164 présentateurs l'année dernière et présentatrices. Et cette année, je pense qu'on en aura tout autant parce qu'on a en fait, ce qui est intéressant avec cette conférence-là, c'est qu'il n'y a pas de main stage. Il n'y a pas un stage principal où tu mets les stars et puis tout le monde se dirige là-bas pour écouter ça. Il y a un stage qui est focusé économie euh, et un autre stage qui est focusé développement, technologie. Et ça, c'est les deux main stages. Okay? Ils sont tout aussi grands, ils ont tout autant d'importance. Après, ce qu'on ouvre en après-midi, c'est les solution stage. Ça, c'est un stage où n'importe qui a un produit peut le présenter. Donc, si tu veux chiller ton projet, tu le fais là-bas. Tu ne vas pas le faire sur le main stage qui est streamé. Ça, that's recorded, donc tu peux l'utiliser plus tard, etc. Et tu as 20 minutes pour vraiment approfondir et parler de ton projet autant que tu veux. Et il y a des workshop rooms. Il y a des salles de workshop, il y en a 5 en tout qui couvre tout et n'importe quoi. Donc ça peut être des topics du genre comment établir son entreprise au Salvador ou comment évaluer Bitcoin Core qui a été présenté l'année dernière par un core dev. Et donc, et ça, c'est des salles beaucoup plus petites, beaucoup plus intimes. Et donc, à la fin de l'expérience, à la fin de la conférence, chacun aurait vécu sa propre expérience. Personne n'aurait vu les mêmes choses, tout le monde aurait trouvé un peu les thématiques qu'il aime ou les sujets qu'il préfère. Et c'est par design, même s'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ah, il y avait trop de choses qui se passaient en même temps, c'est par design. C'est pas quelque chose qu'on veut lâcher forcément, c'est quelque chose qu'on aimerait améliorer pour améliorer l'expérience de tout le monde, genre comment trouver les topics, comment faire son propre calendrier, etc. Mais on aimerait bien qu'à la fin de la soirée, quand on s'assoit pour prendre une bière ensemble à la terrasse, qu'on puisse discuter des différents trucs qu'on a écoutés et qu'on a entendus et qu'on partage le savoir qu'on a appris. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. Super, je vais appliquer parce que j'ai le goût de venir. Donc, Nice. je vais appliquer, voir. Je pense que j'ai quelques trucs à dire. Nice. Euh, bon, j'ai beaucoup de questions à te poser pour de vrai. Je sais que euh, déménager dans un autre pays, c'est quand même vraiment une grosse étape dans une vie, puis peut-être être un peu dépaysagé par la culture et tout dépend de la personne. Donc, toi, personnellement, comment tu te sens au El Salvador? Comment tu t'as fait pour t'adapter? Mm. Et aussi, une autre question, parce que ce qu'on voit sur Twitter,
ce qu'on voit dans les nouvelles au niveau de l'adoption du Bitcoin au El Salvador, c'est une chose. C'est sûr que les choses avancent dans une bonne direction, je crois, mais la réalité du terrain ne va pas être nécessairement la même. Donc, est-ce qu'il y a un contraste entre, par exemple, ce qu'on voit et entend sur les nouvelles et la réalité que toi, tu as ressenti en étant vraiment on the ground tous les jours? Donc, oui, comment tu te Ouais. sens au El Salvador et qu'est-ce que tu penses en général de tout ce Mm. Bitcoin adoption Ouais. et tout? Ouais. Bah, la transition pour venir ici, elle n'était pas très difficile parce que j'ai vécu dans plusieurs pays déjà. Et puis je trouvais que le Salvador, c'est un super beau pays. Il est petit, c'est charmant, c'est très naturel encore. Il y a tout à développer, il y a plein de choses à développer. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Maintenant, par rapport à l'adoption dans le pays, c'est lent, mais c'est normal, sachant que 99,9% de la population ne savait même pas ce que c'était un Bitcoin en 2021. 2021, c'est il y a 3 ans, 2 ans, même pas. Donc, ils ne savaient pas ce que c'était. On leur a dit, bah, là, ça, c'est devenu une monnaie pour légale. Et tout le monde utilise du cash. Donc, même le concept de monnaie digitale n'existait pas. Ils ne savaient pas ce que c'était forcément tout le monde parce que 75% de la population salvadorienne n'est pas bancarisée. Ils n'ont pas un accès de compte en banque. Ils utilisent que du cash. Et donc, ce qui est intéressant maintenant à observer, c'est que les, ça, le Bitcoin, en fait, au Salvador, ça highlight le, le contraste social au Salvador entre je vais le dire bluntly, les riches et les pauvres. Okay. Où les riches, ils ne veulent rien savoir du Bitcoin, ils ne savent pas ce que c'est et ils ne veulent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, fondamentalement. Ils ont des comptes en banque, que ce soit au Salvador ou ailleurs, ils ont leur carte de crédit, ils ont un système qui fonctionne très bien pour eux. Maintenant, les gens qui n'ont pas ces moyens-là pour s'ouvrir un compte en banque, ouvrir un compte en banque au Salvador, c'est compliqué, c'est très compliqué. Euh, et donc, ouais, donc ces gens-là, bah pour eux, ça résonne parce que, tu sais, il y a une simplicité de la transaction. Tu n'as pas besoin de chercher du change. Tu peux garder ton argent sur toi. C'est pas, tu n'as pas de risque de te faire voler ton argent en traversant la route, même si maintenant c'est beaucoup plus safe. Donc, ce risque-là n'existe pas de facto. Donc, il existe beaucoup moins, je dirais, qu'il y a 2 ans. Après, il y a aussi l'aspect de remittances que les gens commencent à comprendre de plus en plus. Ok, si en fait, si je reçois mon argent de l'extérieur en Bitcoin et je retire en utilisant Chivo, Atem, du cash, je paye pratiquement zéro sur cette transaction-là. Donc ça commence de plus en plus à intéresser les gens. Et d'ailleurs, il y a un petit village qui s'appelle Berlin. Moi, je ne suis pas allée encore, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses là-bas. C'est vraiment bottoms up à fond. C'est des gens qui se sont dit, ils ont compris c'était quoi le Bitcoin, des gens qui habitent à Berlin, qui ont grandi là-bas et qui ont décidé d'implémenter une circular economy là-bas. Et c'est une des zones les plus bancarisées, les plus bitcoinisées du Salvador en ce moment, après El Zonte. Et ça, c'est vraiment cool à voir parce que ça vient des Salvadoriens et ça a pris 2 ans, ce qui est rien. Donc, in the grand scheme of things, yes, it's slow. Oui, on ne peut pas tout payer en Bitcoin, ça c'est vrai. Mais après, il faut se dire que ça va prendre du temps. Ça va prendre un bon, vrai bull market pour que les gens sentent le FOMO peut-être. Tu vois, you come for the money and you stay for the revolution. That's not going to change for them. Ça va pas être différent pour eux. Super. J'ai entendu aussi une autre économie circulaire, l'île Piraya. Oui. J'ai interviewé un Français qui est stationné sur l'île pour faire l'éducation. Mhm. Donc, je pense que oui, Ouais. il y a plusieurs Ouais. initiatives en ce moment qui sont en train de se construire. Puis, comme tu as dit, ça doit Ouais. venir du peuple pour que ça Ouais. puisse fonctionner réellement. Et ça, c'est particulièrement intéressant à l'île de la Piraya parce que la première fois que je suis allée là-bas, c'était la seule fois aussi, quand je suis allée là-bas, à l'île de la Piraya, c'était pour l'évaluation de mi-prieur Bitcoin.
Ils avaient fait un test, ils avaient fait le cours là-bas, etc. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, les gens là-bas, ils savent pas ni lire ni écrire. Donc, leur apprendre ça le reste 10, ça va jamais marcher. Et donc, du coup, je pense que c'est Mike Peterson, justement, qui a décidé d'envoyer quelqu'un là-bas full-time pour aider à onboarder les gens là-bas. Et ils veulent rendre, c'est le maire de l'île et de la ville à côté qui voit le potentiel de cette île, qui est malade, c'est d'une beauté incroyable, qui a un potentiel vraiment incroyable, beaucoup de choses à développer, beaucoup d'infrastructures à développer. S'il y a une raison pour laquelle les gens qui habitent là-bas n'ont pas forcément accès à une école là-bas, ils doivent prendre un petit bateau, 40 minutes pour arriver à la ville à côté. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des efforts qui sont faits dans la communauté pour supporter des initiatives. Ça, c'est moins bottoms-up, par exemple. Ça, c'est le maire de l'île qui a contacté Miprimère Bitcoin, qui est rentré d'une manière ou d'une autre en contact avec Miprimère Bitcoin pour développer cette économie-là. Et ça a été supporté par les gars de Bitcoin Beach de Helsinki pour que ça se matérialise. Ouais. Super. On parle beaucoup d'économie circulaire, donc parce qu'on baigne dans l'univers du Bitcoin, mais peut-être, c'est quoi, toi, ta définition d'une économie circulaire pour, mettons, les personnes qui écouteraient, les peu de personnes qui écoutent, mais qui, mettons, sont nouvelles à ce concept-ci, parce que tu vois, au Canada, aux États-Unis, en Europe, les gens vont uniquement penser au Bitcoin vraiment comme un moyen de spéculation pour faire plus de fiat, dans le fond. Mais ils se rendent pas compte que réellement, les vrais cas d'usage, c'est justement dans des pays sous-bancarisés, en Afrique, en Amérique latine. Donc, c'est quoi le concept d'une économie circulaire? Ça a commencé où? Ouais. Peut-être, c'est ça. Bah, ça a été un projet qui a initié à Elsanté principalement, mais aussi au Pérou. Figure-toi, j'ai rencontré quelqu'un qui opère une initiative là-bas qui a commencé presque en même temps que Elsanté. Et l'idée, en fait, c'est d'utiliser Bitcoin comme monnaie au sein de la communauté. Okay? Comme ça, on ne va pas cash out le Bitcoin, on essaie d'hyper-bitcoiniser euh, une zone géographique spécifique qui a besoin d'une manière de se connecter à une forme de paiement moderne. Okay? Donc, c'est vraiment c'est une manière de payer les gens avec une monnaie et que les gens puissent dépenser cette monnaie dans les marchés autour. Ça, c'est le plus simple possible qu'on peut faire pour expliquer une économie circulaire. Donc, tu te fais payer avec une monnaie et tu dépenses avec. Okay? Dans Elsanté, la manière dont ça a commencé, c'était ils ont reçu. En fait, ça a été un peu. Euh, c'est tombé du ciel avec un donateur anonyme qui a décidé de leur donner une. Parce que je reprends encore en arrière. Donc, à Elsanté, il y a une association qui s'appelle Hope House, Maison d'Espérance. Et à Hope House, ça fait des années, je ne sais pas exactement combien d'années, mais ça fait des années qu'ils essayent de garder les jeunes en dehors des gangs. Ils essayent de leur donner des cours de surf, d'anglais, d'informatique, de tout et de n'importe quoi, justement pour les supporter à développer leur propre capacité de leadership, etc., pour qu'ils puissent voir la vie d'une manière différente de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils avaient l'habitude de faire, de voir. Et cette initiative-là a reçu une donation en Bitcoin, mais avec un caveat qui était, tu n'as pas le droit de le vendre. Donc, il faut que tu utilises le Bitcoin comme monnaie. C'est pas, je te donne le Bitcoin, tu vas le vendre et puis, that's it. Donc, donc, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est ils ont commencé à donner des petits jobs aux jeunes euh, du village, genre nettoyer la plage, ramasser ci, ramasser ça. Et ces jeunes-là étaient payés en Bitcoin. Donc, ils ont commencé à recevoir un petit salaire en Bitcoin. Et petit à petit, ces jeunes voulaient dépenser ce Bitcoin, donc ils sont allés voir les marchands qui sont là-bas, leur demandant est-ce que tu acceptes mon Bitcoin. Et comme le Bitcoin reste au sein de cette communauté-là, ça se transfère assez facilement et puis les gens commencent à l'accepter de plus en plus comme monnaie. Même chose s'est passé au Pérou, même concept, donateur anonyme, euh, on ne le vend pas. Et là, ils travaillent avec 5 différentes associations, principalement concentrées sur ce que j'aime beaucoup, sur l'unité de famille.
Donc, ce qu'ils essaient de faire, en fait, c'est de renforcer les unités de famille pour que les enfants puissent avoir un meilleur futur. Donc, ils font des workshops autant pour le père que la maman, pour qu'ils puissent se développer économiquement, pour pouvoir entreprendre. Ces gens-là sont payés pour leurs cours. euh, et, euh, et par la suite, bah, ils dépensent aussi entre eux en Bitcoin. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment intéressant à voir l'année dernière. Voilà, donc grosso modo, c'est ça l'économie circulaire. Et maintenant, à cause de cette initiative-là, à cause de El Santé, et surtout à cause du fait que El Salvador a décidé d'adopter Bitcoin comme monnaie légale, bah, tout le monde s'est dit, bah, why not me? Pourquoi pas moi? Let's go, let's build a circular economy in my town. So now they're popping up like mushrooms everywhere, which is awesome to see. It's awesome to watch. J'en ai visité quelques-unes cette année, c'est vraiment, vraiment beau. Ouais, t'es allé auquel? Je sais qu'il y en a au Brésil, au Ouais, Guatemala, au Honduras, un peu ouais. partout. Au Pérou, ouais. Au Pérou. Mexique, ça commence, mais petit. Ouais, Euh, mais ouais, comme tu as dit, comme des champignons. ouais. Euh, merci de clarifier tout ça. Est-ce que le besoin de justement, des besoins particuliers à cause de, par exemple, la sous-scolarisation des populations locales, c'est justement de là Mm. qui est venu le besoin de créer un portefeuille Bitcoin Beach à la base qui était adapté pour les besoins Ouais, locaux? Est-ce que c'était comme lié ensemble les deux idées ou comment? Je sais que c'est interrelié d'une certaine manière, mais je ne sais pas exactement comment. Donc, ouais, ouais, bah absolument. Quand Nicolas a appris sur ce projet-là, il a décidé de venir s'installer ici justement pour aider la communauté, pour en apprendre aussi. Et donc, the wallet was conceived avec l'idée que c'est certains types de personnes qui va l'utiliser pour un certain objectif de dépenses en économie circulaire. Donc, c'est pour ça que nous, on a les deux côtés. Il y a le côté utilisateur et le côté marchand. Donc, on a le côté POS intégré dans le wallet et il y a le côté je dépense, I send and receive money. Et même le stable sats qui est venu en fin d'année dernière, ça aussi, ça a été conçu à cause de l'expérience de Nicolas avec ces communautés-là. Parce que tout simplement, quelqu'un qui gagne 200 $ par mois, ben, il a pas, il peut pas, he cannot afford the volatility of Bitcoin. Tu vois. Et il y a une raison pour laquelle, on en parlait un peu tout à l'heure, il y a une raison pour laquelle dans la majorité des pays qui sont touchés par l'hyperinflation, comme le Liban, la Turquie, le Venezuela, l'Argentine, etc., ils aiment les stablecoins. Par contre, le problème des stablecoins, c'est qu'ils ne sont pas interopérables. Donc, tu as sur Tron, tu as sur Ether, tu as sur je ne sais quoi. Et donc, pour communiquer entre ces différentes networks-là, ça ne marche pas. Alors qu'avec Lightning, tu peux payer, recevoir et envoyer du stable SAT sans que la personne en face de toi ait besoin de garder ça en dollars ou de voir d'où ça vient ou c'était quoi la dénomination du paiement avant. Donc, ça, c'est vraiment venu du besoin que oui, la volatilité, c'est un problème pour quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup. Donc, comment on règle ça? Bien, bien, on fait stable SAT et on règle ce problème. Et c'est assez populaire, c'est assez bien utilisé. Les gens aiment ça tout autant les bitcoiners que les utilisateurs parce que ça utilise les derivative market en fait pour hedge le prix du bitcoin. Donc, tu mets tout l'argent qui est déposé dans le bitcoin mutual dans Blink. Maintenant, c'est déposé en bitcoin, donc on peut poser un short pour euh, gérer la fluctuation, la volatilité du prix. Euh, ouais, en fait, moi, la première fois que j'ai installé le Bitcoin Beach Wallet, j'ai été un peu en tant que Bitcoiner qui utilise des wallets depuis très longtemps, le UX et comme l'expérience en général m'a un peu comme déstabilisé parce que j'étais comme, OK, ben, il est où le flow habituel était comme un peu déconstruit. Fait que, Mhm. j'ai trouvé ça intéressant que c'était autant différent comparativement à d'autres wallets qui sont en général très similaires l'un à l'autre. Ouais. Et j'utilise Bitcoin Beach, Blink maintenant, Blink. euh, pour, euh, pour le Stable Stats feature parce que moi, je me fais payer en Bitcoin. Donc, évidemment, Ouais. pour, par exemple, c'est sûr que ce que j'arrive
ce qui va dans mes savings, je le garde en Bitcoin, évidemment, mais par exemple, pour le loyer et tout ça, Ouais, ça ne tente pas de perdre 10%. non, exactement. Fait que c'est très utile. Mais peut-être tu as des détails. Comment ça fonctionne exactement? Parce que tu as dit vous shortez, donc c'est algorithmique ou comment ça fonctionne Ouais, exactement? ouais, donc c'est tout simplement une position courte sur la quantité de Bitcoin qui permet en sorte que tout revient à zéro en fait. On est long Bitcoin dans le wallet, on met un short dans le derivative market et ça fait en sorte que peu importe le prix, si ça monte, ça descend, ça revient à zéro. Le- Et le coût du dérivative justifie le, le- parce que dans le fond, c'est quoi le profit que Blink ou pourrait se faire là-dessus? Est-ce que c'est justifié ou ça peut être difficile de justifier le coût de faire le short? C'est justifié quand même. On a un fee sur le transfert de Bitcoin à StableSat. Mhm. Ça, comme tu dis, même les Bitcoiners maintenant gardent leur argent en, en, en StableSat justement parce qu'on a tous des paiements à faire de manière régulière et puis on n'a pas envie de mettre $200 et se retrouver avec 180, même si ce n'est pas un grand changement pour nous, ça ne change pas grand-chose, c'est quand même chiant. Euh, donc sur ça, on fait de l'argent. Super. Bon, maintenant, la question qui est dessus, parce que là, on intermêle Bitcoin Beach et Blink depuis tantôt. Ouais, Donc, changer de branding de nom pour une compagnie qui est relativement avancée dans son développement, ça peut être quelque chose de très difficile et je pense que c'est un challenge pour vous mm, euh, d'une certaine manière. Donc, je suis curieux, c'était quoi les raisons, premièrement, ouais. de ce changement et ouais, c'est quoi les difficultés? Est-ce que c'est quand que vous allez enlever Previously Bitcoin Beach sur Bitcoin Twitter? Beach. Ouais, Donc, curieux de c'est savoir. c'est- c'était une décision qui flottait depuis très longtemps. La raison pour laquelle il fallait qu'on change maintenant, c'est que je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire BBW, mais moi je l'ai appris très récemment et on s'est rendu compte qu'en fait, on ne devrait pas garder cet acronyme-là. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est tout simplement Bitcoin Beach. Beach, c'est pas un mot qui est intuitif pour les gens qui parlent pas anglais. Wallet non plus. Donc, il fallait qu'on trouve un mot qui soit facilement retenu, qui soit international, que n'importe qui puisse l'écrire, peu importe la langue qu'il parle. Et parce qu'on voulait justement commencer à pousser le wallet à travers des communautés qui naissaient partout, parce qu'ils voulaient utiliser Blink. Et donc, le changement de nom était nécessaire parce que si tu es au milieu de nulle part au Pérou, tu dis à quelqu'un d'écrire beach, il va pas forcément savoir l'écrire, ok, parce qu'il parle pas anglais, tout simplement. Alors que Blink, c'est plus intuitif. Donc ça marche beaucoup mieux. Donc il y avait plein de raisons comme ça pour lesquelles on était obligé en fait de changer de nom, notamment qui n'est pas très ignorable, l'acronyme BW. On ne voulait pas non plus se détacher complètement de l'origine du wallet. Donc, on prend ça tout doucement, tout petit. On n'est pas, on est, oui, on existe depuis un bout de temps, mais on n'est pas une grande entreprise non plus. Donc, on n'a pas forcément les moyens de faire le gros splash. On a rebrand, voilà, tout le monde en est dans toutes les news, etc. On est un peu plus petit avec des beaucoup plus humbles moyens. Donc, on s'est dit, on va le prendre petit à petit, on va introduire le nom, on va faire les changements doucement. Et c'est surtout aussi une prise de conscience que le type d'utilisateur qu'on a n'aime pas être brusqué, tu vois. Il n'aime pas se sentir comme si tu es en train de tirer le tapis dans dessous de lui. Donc, c'est aussi intentionnel qu'on faisait les changements tout doucement, qu'on annonçait sur le wallet pendant un mois avant que ça va changer, que ça va transitionner, etc. Donc, il y avait plein de petites raisons comme ça. Maintenant, quand est-ce qu'on va l'enlever complètement? Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire encore. Mais pour le moment, on trouve que c'est encore nécessaire. Donc, le jour où on trouvera que c'est plus nécessaire, on va le- J'imagine peut-être Blink, ça fait référence aussi un peu à la rapidité du Lightning Network. Oui, Donc, absolument.
Moi, j'aime bien le nouveau nom pour de vrai. Puis, comme tu as dit, je pense que si tu veux expand, je pense que c'était approprié de faire le changement plus tôt Mhm. que plus tard. Donc, peu à peu, je pense que c'est une bonne stratégie. Euh, Sinon, tu travailles comme à Galoy aussi. Euh, pour être franc, j'aimerais bien comprendre exactement la relation entre Galoy et Blink. Est-ce que c'est des entreprises liées ou Ouais, dans le fond, Blink, c'est un produit de Galoy, dans le fond, ou est-ce que tu peux expliquer plus en détail? ouais, absolument. Bah, Galoy, c'est une entreprise qui est free and open source software et le software que Galoy a développé, c'est ce qu'on utilise à Blink pour gérer le wallet. Donc, si tu veux, Galoy, c'est l'entreprise techno et nous, on est plus l'interface client, vente, etc., of the wallet itself. On travaille très étroitement ensemble, donc si tu peux dire que Galoy, d'une manière ou d'une autre, c'est the mother company of Link. C'est celle qui investit le plus dans Blink, qui s'assure que ça fonctionne, etc. Euh, Tout en sachant qu'un jour, euh, on aura plus, bah, du point de vue de Galoy, on aura hopefully plus de besoin de créer des wallets pour plusieurs types de clients, que ce soit des petites entreprises, des grandes entreprises, etc. Donc, je ne sais pas si tu as vu la présentation de Nicolas de l'année dernière, mais le concept de sovereign enterprise companies, etc., ça pourrait, ils pourraient profiter justement de l'infrastructure de Galoy pour monter leur, leur wallet, leur propre infrastructure, en fait. Donc, Galoy, c'est plus l'API, la liquidité et tout ça, le, le- Exactement. le support technique. Donc, n'importe quelqu'un qui a des besoins particuliers, il vient à Galoy C'est et ça. développe un projet. Ouais, c'est ça. Et puis toutes les nouvelles features, etc., qui sont en train de se faire développer sont toutes faites par Galoy. Cool. Et combien de personnes est-ce que Galoy emploie en ce moment? Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a un career page que le monde peut visiter? Pour le moment, non, mais on cherche tout le temps des contributeurs, on a tout le temps des bounties sur GitHub si quelqu'un veut contribuer au stack. Ils sont plus que les bienvenus. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi les bounties qu'on a en ce moment ou si on en a, mais il y en a. Si on garde un œil sur notre GitHub repo, il y a toujours des petits cadeaux. Toujours des petits Super. cadeaux. Je vais mettre le lien dans la Super. description. Euh, bon, aussi en sachant que toi, tu baignes dans l'univers du Lightning et plus vraiment sur le terrain, tu vois les réalités des gens. Évidemment, en ce moment, le Lightning Network l'usage est majoritairement custodial. Euh, Mhm. donc, qu'est-ce que toi, tu penses de toute cette question custodial versus non-custodial? Ce qui me revient souvent avec les discussions, c'est que oui, quand tu es sur le terrain, la réalité est différente. C'est pas aussi facile que ça en a l'air d'éduquer les gens de faire leur self-custody et tout. Donc, je pense que tu as sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'est quoi l'avenir, selon toi, de tout ça? Euh, on a publié un article récemment par rapport à ça. C'était, comme je te dis, si on prend l'exemple des gens de l'île de la Paria, c'est des gens qui ne savent pas lire ni écrire. Ok. Donc, si tu leur dis, écoute, il faut absolument que tu sois custodial, good freaking luck. Ok. Donc, il y a vraiment une hiérarchie des besoins qu'il faut respecter. Et il ne faut pas brusquer les gens. euh, il faut pas brusquer les gens ou les forcer à adopter quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à faire ou à adopter avant qu'ils soient à niveau. Ok. Donc, par exemple, si on ne gagne pas d'argent, on ne va pas pouvoir sauver de l'argent. On va pas pouvoir en garder. Ok. Si si on réussit à garder de l'argent, ben là, on va commencer à réfléchir où est-ce qu'on le garde. Ok. Après qu'on réussit à découvrir où est-ce que c'est la meilleure, euh, où est la meilleure place pour le garder, ben là, on va commencer à réfléchir, OK, je dois garder, sauvegarder ma seed phrase, etc. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et oui, les custodials sont comme un pont de passage. OK?
Donc, moi, je préfère envoyer quelqu'un sur Blink, sur Wallet of Satoshi, sur des wallets Lightning qui sont custodiales, plutôt que de les envoyer sur Binance ou sur un casino shitcoin, tout simplement. Non, absolument. Comme tu as dit, je pense que c'est une question de temps et d'évolution. Mhm. Et toi, personnellement, c'est quoi, en tant que CEO, pourquoi c'est intérim? Pourquoi c'est pas toi? Je pense que tu es une bonne candidate ou c'est toi, personnellement, tu veux pas avoir nécessairement ce rôle-là? Est-ce qu'il y a une raison? C'est quoi tes fonctions en ce moment? Il n'y a pas de raison, forcément, c'est juste, ça a été décidé comme ça, et puis on en discutera plus tard avec l'équipe une fois que tout est réglé. Mais pour le moment, ça a été décidé comme ça. Bon, là, je saute un peu d'une question random à une autre. J'ai vu que tu es allé en Centrafrique. Mhm. Donc, justement, l'épisode avant que je vais publier, soit aujourd'hui ou demain, j'ai, on a discuté de ça. Puis, dans le cas contraire du El Salvador, où il y a eu des initiatives dès le début qui ont commencé comme du peuple, Mhm. ben là-bas, c'est vraiment débuté à partir du président et tout, et ça finit en gros, grosse fiesta de shitcoinerie avec le Mhm. président. Toi, c'était quoi ton impression? Est-ce qu'il y avait des tentatives d'ouvrir une économie circulaire là-bas ou que- qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? C'est compliqué à dire parce que c'est pas un pays forcément. C'est un des pays les plus pauvres au monde. Ils ont aucune manière. En ce moment, ils ont pas de grid, ils n'ont pas d'énergie, ils ont très peu d'internet. Et leur décision était bold, mais je pense que c'est venu aussi avec plein de misunderstanding about what they were getting themselves into. Euh, Parce qu'au final, ça n'a pas marché parce qu'ils voulaient lancer leur propre shitcoin et puis ils essaient de le pousser au maximum, que les gens l'achètent et personne ne l'a acheté. Et voilà, maintenant, on n'en entend plus parler. Mon impression, c'est que c'était un pays, c'était très beau, mais très perturbé. Donc, ils ont une histoire they're still at war, essentially. C'était la première fois que je voyage quelque part où je ne me sentais pas à l'aise de marcher dehors toute seule. Jamais ça m'est arrivé, mais je voyage beaucoup, 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 beaucoup. Et c'était la première fois où je suis sortie de l'hôtel et littéralement 2 minutes plus tard, je suis comme non, non, il faut que je rentre. Il faut que je reste à l'hôtel, il faut que. Et c'était compréhensible parce que le dernier jour où on y était, il y a eu pas une explosion, mais un attentat au centre-ville de Bangui. Et Bangui fait 9 km². Non, non, 9 km de diamètre. Tout est proche, en fait. Tu peux faire le tour en quelques heures à pied. Donc, c'était une initiative on a vraiment voulu les supporter, on a voulu leur amener du conseil, on a voulu que ça se passe différemment. Et c'était l'intention du voyage qu'on avait fait, qui était organisé par Sébastien Gouspillou, un autre francophone que tu devrais rencontrer, qui est un mineur et qui travaille au Congo. Il travaille beaucoup en Afrique. Euh, Surtout au Congo, principalement. Il va présenter d'ailleurs Adopting Bitcoin, faudrait checker son talk. Mais lui, il voulait justement ramener son expérience de travail au Congo à l'Afrique, à la République d'Afrique centrale. Mais si notre aide n'est pas voulue, bah, notre aide n'est pas voulue. On peut pas les forcer. Mm. Super. Tu as dit que tu as voyagé beaucoup dans le monde. Est-ce que tu penses t'arrêter au El Salvador ou continuer ton voyage bientôt quelque part d'autre? On sait jamais. On sait jamais. Je sais pas. Parce que là, pour le moment, je suis stationnée au Salvador. Je suis bien ici. Euh, je ne sais pas si on va décider d'aller quelque part d'autre. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est dur à dire. Il faut que je sente l'envie de partir pour que je décide de le faire. Mais pour le moment, je ne le sens pas tant que ça. Je comprends.
Euh, ben, toi, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à des bitcoiners parce que je pense que le bitcoin a aussi un grand usage pour les digital nomades, là. C'est un peu cringe des fois de dire ce terme, Ouais, mais évidemment, si tu gagnes ta vie en bitcoin, ce qui est, je pense, qui est ton cas, tu reçois probablement ta paye en bitcoin ou peut-être pas, mais je pense que tu es relativement flexible à voyager, à avoir ton argent avec toi. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène émergent des personnes qui voyagent, des bitcoiners qui veulent quitter leur pays ouais. parce qu'ils se sentent un peu persécutés ou quoi que ce soit? Ils se sentent pas en sécurité. Ben écoute, c'est beaucoup plus facile à le faire qu'on pense. Euh, tu peux tout faire en Bitcoin en ce moment. Pas juste au Salvador. Tu peux faire tout en Bitcoin partout. C'est assez facile avec des services euh, comme Bitrefill, c'est quoi le nom de l'autre? J'ai oublié. Bitcoin Company. Oui, la Bitcoin Company, voilà. Il y a eux aussi, tu peux booker des avions sur ShipAir, ils prennent du Bitcoin. Malheureusement, c'est pas Lightning encore, mais euh, éventuellement ça viendra. Bref, et ça fait en sorte que tu es, super flexible en fait. T'as pas à réfléchir au taux de change, t'as pas de contraintes avec ta banque, t'as pas ta banque qui te bloque ta carte parce que tu as dépensé dans un pays qui n'est pas le tien ou que tu as, beaucoup dépensé dans différents endroits, etc. Donc, tu as une flexibilité qui n'existait juste pas avant. Ouais. Et se faire bloquer son compte en banque pendant un voyage, c'est pas terrible, c'est pas cool. Parce que, Non, c'est la merde. ouais, ouais, c'est la merde. Moi, ça fait probablement 2, 3 ans là, que je n'utilise plus mon compte bancaire du tout. Donc, c'est quand même libérateur comme. C'est pas toujours facile, évidemment. Des fois, Non, c'est un peu problématique, mais en même temps, c'est libérateur de savoir que de ne ouais, pas dépendre de, de, de ouais. structures comme ça. Et ça te force à réfléchir sur chaque dépense. C'est intéressant parce qu'avec la compte en banque, avec la carte de crédit, etc., tu réfléchis pas, tu dépenses après, tu checkes après. Mhm. Mais alors qu'avec le Bitcoin, parce que c'est un peu plus, ça prend un peu plus de réflexion, ça te force à réfléchir sur quoi tu vas dépenser ton argent et est-ce que ça vaut la peine ou pas. Est-ce que tu es au courant un peu des débats actuels sur Twitter au niveau des drive chains et tout? Je t'avoue que j'ai quasiment plus le temps de suivre trop les débats techniques là, parce que je suis occupé. Ouais, Mais, je te vois, non, nous, on est sur le terrain, on fait ouais. de la vraie job, pas du posting. Ouais, c'est ça, j'ai pas vraiment trop suivi tout ça. Mais je vais m'y mettre au bout à un moment ou à un autre pour voir de quoi ça parle, mais je pourrais pas trop en parler, je t'avoue. Cool. Je t'avoue que j'ai fait quand même un bon tour de mes questions, mais peut-être j'ai oublié quelque chose que tu voudrais mentionner ou il y a un projet que tu prépares caché que tu veux révéler ou peu importe. Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. On a quand même fait le tour. C'était vraiment cool. Tu avais des bonnes questions. Ah, J'ai aimé cette interaction. ok, super. Ben, est-ce que tu as l'intention de retourner à Montréal pour dans les prochains mois ou non? Non, je pense pas. Je viens de rentrer du Canada. J'étais à Toronto. Et je, je, quand j'y vais, c'est vraiment pour aller visiter de la famille in and out. And that's it. J'ai une dernière question. J'ai une dernière question. Parce qu'on était supposé faire l'entrevue hier, mais tu étais pogné à la banque. D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié aussi cette entrevue parce que les deux, on vient de Montréal. Mhm. Sachant que j'interviewe comme des personnes un peu de partout dans le monde, je dois adapter mon français un peu avec chaque personne. S'il est vraiment québécois, je parle vraiment québécois. S'il est français, je parle français. Mais avec toi, je me sentais vraiment à l'aise parce que c'est vraiment le Nice. anglais montréalais. Ouais, Euh, nice. mais ouais, t'étais pogné à la banque, donc peut-être sur une note. Ouais, c'est compliqué. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident d'ouvrir des comptes en banque au Salvador et les processus sont extrêmement lents et fatigants. Euh, et c'est peu importe qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, hier, oui, en effet, j'étais 4 heures à la banque euh, parce que bah, on était en train d'ouvrir une compte là-bas. Ils voulaient nous KYC, donc on a déposé tous les documents. Tous les documents doivent être en papier, bien sûr, donc pas de temps repassé en ligne, etc. On dépose tout ça. Et après, ils nous disent tout est bon, revenez nous voir. Bon, on vous tiendra au courant quand il faut que vous reveniez nous voir. Donc, ok, cool.
On part. Là, on se dit, bah, ça fait peut-être 2 semaines, on devrait peut-être retourner, pour voir, comment ça se passe et on est retourné, en effet, bah, en fait, les papiers qu'on leur avait donnés, ils les ont jamais touchés, ça a jamais été, mis, dans le système et là, bah, la personne avec qui on était en train de dealer, qui était la troisième personne qu'on voyait depuis qu'on commençait à partir à la banque pour ouvrir ce compte, bah, il commence à mettre les informations pendant qu'on était là-bas. Et moi, je voulais pas partir parce que je voulais pas reprendre le même processus de je pars, puis il n'y a rien qui est fait. Donc là, il commence à mettre des informations. Et puis, d'un coup, il est bloqué parce que le système, ils prennent pas les chiffres de passeport. Ils prennent que les chiffres de carte nationale salvadorienne. Et donc, tout ne marchait pas. Rien ne s'habilitait. Tout le travail qu'il avait fait ne marchait pas. Et donc, c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Donc, il a dû appeler IT, machin. Et au final, on est parti. Ça n'avait pas été fini. Donc, aujourd'hui, on a été obligé de retourner pour voir ce que ça se passe. Et toujours là. Donc, les joies des banques. Ouais. That's why we Bitcoin, right? Et tu sais pourquoi tout ce tralala, c'était pour avoir accès à, à la compte en ligne. Donc, Wow. tout ça pour avoir juste accès à une interface en ligne de cette banque-là. Combien de temps et de potentiel perdu humain dans la bureaucratie, ça doit être incroyable. Donc, ouais, ouais. Bon, ben, sur cette note, pour justement continuer avec le Bitcoin et continuer à se battre, on va terminer l'épisode. Donc, merci beaucoup, Nour, Il n'y a pas de quoi. d'avoir, c'était un plaisir de t'interviewer. Ça marche. Merci beaucoup.